Alors, est-ce que selon la séance passée, vous avez des questions particulières par rapport à ce qu'on a discuté et tout? Non, bon, pour moi, c'est bon, hein? Hmm. Moi également, de mon côté, il n'y a pas de souci. Ah, ok. Donc, j'avais dit déjà la semaine passée qu'on allait revenir sur le volet de la caisse. Juste les tests que j'étais en train de faire, on n'avait pas l'équilibre et tout. Mhm, J'ai trouvé un mécanisme pour qu'on puisse comprendre de quoi on parlait exactement. Et l'idée derrière, c'est de dire quoi? Par exemple, la caisse, on ne doit pas avoir, par exemple, des soldes progressifs négatifs. mhm, Ça veut dire que comptablement, on se dit, bon, si tu as une caisse ou bien tu as de l'argent en main, tu ne peux pas dépenser plus que ce que tu as en main. Ça veut dire que tout le Oui. temps, tu dois soit avoir un solde zéro, soit avoir un solde positif. Ça veut dire que si moi supposons que j'ai dit, par exemple, j'ai 20 dirhams ou bien 20 francs dans ma main, je ne peux pas dépenser 30 francs pour dire que voilà, ma caisse, j'ai dépensé 30 francs avec un crédit. Et donc ici, au niveau de la comptabilité, si on parle des grandes opérations, c'est dans ce sens-là. Ça veut dire que si moi j'ai 1 million comme caisse, je ne dois pas dépenser 2 millions comme ça. Si je veux dépenser 2 millions, il faut que j'alimente ma caisse. Et là, pour trouver la formule qui convient, essentiellement, vous allez, je ne sais pas si vous voyez mon écran. Oui. OK, au niveau de l'écran, on va essayer de voir déjà si vous regardez là où j'ai partagé. Au niveau de la caisse, on a 70 là. Et vous voyez là où j'ai mis le curseur. Oui. On a 70 comme solde. 70, c'est 70 000. Puisque si je multiplie par 1000, vous allez trouver que c'est 70 000. Et le solde de départ, on avait 42 000 et quelques. Ça veut dire que si je vais faire le test, vous allez constater qu'au départ ici, je vais mettre les 42 000 pour dire que c'est le solde de départ avant de commencer toute opération. Et là, j'ai extrait les grands livres des mouvements de la caisse. Si on dit les mouvements, ce sont les mouvements de la période, exclusion faite des ans nouveaux. D'accord. Comme ça, je vais essayer de faire un TCD pour récupérer les mouvements. Si je récupère les mouvements, je vais additionner ces mouvements à l'an nouveau que j'avais au tout début de l'année. Et les dates auxquelles je vais récupérer les soldes négatifs, ça, je vais poser des questions au client pour savoir pourquoi il y a des soldes négatifs. Ça, je vais l'alerter comme quoi, si jamais il y a un contrôle fiscal, on va dire que la comptabilité est mal tenue. Ça veut dire on dépense sans savoir réellement la nature des opérations au niveau de la caisse. Alors, j'avais fait le TCD, mais je vais le supprimer, on va le refaire. Mhm. Avant de basculer sur les tests qu'on avait dit qu'on allait faire aujourd'hui, notamment les fournisseurs et bien entendu les achats aussi. Si le temps nous permet, on va tout dérouler. D'accord. Ok, si vous suivez mon écran, je vais faire les TCD ici. Dans la partie si tout ce que vous voyez ici, c'est les mouvements du grand livre, qu'est-ce que j'ai copié. Et rien n'a été ajouté. Je suis allé dans les écritures qui ont été saisies dans la caisse toute l'année, j'ai copié la partie. Maintenant, je vais faire les TCD comme ce qu'on était en train de faire la semaine passée pour qu'on puisse voir de quoi il s'agit. Alors, au niveau des dates, je vais glisser par exemple, déposer en ligne date. Je vois qu'on est dans les mois. Moi, je vais en jour. Ça veut dire que je vais cliquer sur le tableau que vous voyez. Je mets clic droit, je mets grouper. J'enlève mois. Si j'enlève mois, tout ce qui va rester, ça va rester jour. Vous voyez? Alors, au niveau du solde, je vais le mettre en valeur. C'est la partie valeur qui m'intéresse ici au niveau du solde. Et cette partie, je vais le copier. Je vais copier le tableau que j'ai ici. Vu que le TCD, on ne peut pas copier l'ensemble des chiffres comme on veut, je vais le copier à quelque part pour avoir les chiffres en complet. Voilà, je peux même les mettre en milliers comme ça
me donner une lecture claire. Voilà, si j'ai ce tableau, moi, je dis par exemple, tout ça, ce sont des mouvements de la caisse. C'est les mouvements au cours de l'année, au niveau de la caisse. Bon, même si les mouvements sont négatifs, c'est pas un problème, mais ce qui ne doit pas être négatif, c'est le solde progressif. Le solde. OK. Ça veut dire que si je prends le solde progressif, je vois qu'il y a des écritures négatives, c'est pas bon. Donc ici, j'avais fait les tests, mais je vais supprimer l'ensemble des écritures que j'ai ici. Et vous voyez, ce qui reste, c'est le solde de départ, les 42 000 dont je vous montrais dans la feuille V et GV2, ça. Ça, on est en 2023, ça, c'est le solde de fin de 2022. Et donc, le solde de fin de 2022 va constituer le solde de départ de 2023. Alors, on vérifie là, ici déjà, on a le solde de départ de 2023 qui est de 42 000 ici. Et donc, c'est ce solde de départ qu'on va utiliser en 2022 pour démarrer. Ça, c'est les 42 000 que vous voyez là. Maintenant, je vais copier les mouvements que j'ai déjà réalisés dans ce tableau pour faire la somme de ces mouvements avec le solde de départ. Vous voyez? Ça veut dire que je prends les 42 000 plus les 130 000, ça va me donner 172 000, plus les 28 000, ça va me donner 200 et quelques mille, plus les 8 000, ça va me donner 208 000 et quelques, jusqu'au solde de fin. Vous me suivez? Oui. Et le solde de fin, ici, on a combien? Ici, on a 77 000. 77. 77, je vais vérifier ici. Je vois que non, c'est pas 77 parce que on a 70 000 ici. Et donc, les 77, on doit chercher l'origine de l'écart et on va trouver exactement si la comptabilité est bien, que les mouvements de la caisse, il n'y a pas d'anomalie, on doit trouver exactement 70 000 ici. Vous avez compris? Oui. Oui, On doit trouver exactement les 70 000 comme ce qu'on a dans le sol ici. Et je constate que le sol qu'on a ici, ce n'est pas le définitif. Mais l'idée est de comprendre l'esprit du test. Maintenant, si on arrive à trouver de cette façon, on va essayer de chercher dans les mouvements progressifs qu'on a ici, est-ce qu'il y a des opérations négatives ici? Vous voyez qu'ici, je pense qu'il n'y en a pas déjà. Si je fais inférieur à 0, vous voyez qu'il n'y a pas de mouvement négatif là. Mhm. Ça veut dire qu'ici, effectivement. la caisse est bien tenue puisque du début de l'année jusqu'en fin d'année, le solde progressif n'a jamais été négatif. Par contre, si on avait trouvé des choses pareilles où le solde progressif est négatif, là, on allait se poser des questions, pourquoi les cas, et si le client peut nous expliquer et tout, ou bien la recommandation qu'on peut le faire en tant qu'auditeur, c'est de dire les années qui vont suivre, de veiller de telle sorte que la caisse soit toujours positive. Sinon, en cas de contrôle fiscal, facilement, on peut redresser une société uniquement à cause de ça. Parce qu'on va dire, déjà, on a trouvé que la caisse est négative, il y a des opérations négatives dedans. Ça veut dire que la comptabilité ne relève pas la valeur probante. C'est comme quelqu'un tu as 10 000 francs, il part boire à 11 000, il revient, il revient, il se demande là, d'où j'ai pris les 10 000, plutôt les 1 000 francs ajoutés. Et en matière comptable, ça ne tient pas parce que si tu vas tenir les comptes comme ça veut dire qu'un jour, tu vas dépenser, mettre la société même en faillite. Et ça peut Oui. être source de détournement aussi. Oui. Alors, c'était l'aspect que j'ai voulu vous montrer dès le début et on va démarrer avec les autres, si c'est bien compris. Maintenant, M. Oui, Bayala, excusez-moi, au cas où il y a, par exemple, avec le cas que vous nous avez montré, Oui, d'un côté, nous avons 70 000, de l'autre côté, je crois, nous avons 77 000. oui. En tant qu'auditeur, comment corriger cette erreur-là? Voilà, ici, nous avons 77 000.
Oui. Au niveau du macro, on a 70 000 comme solde. C'est comme j'ai dit, les choses ne sont pas définitives. Par exemple, on peut trouver que les mouvements du grand livre ne coïncident pas avec la balance. Puisque si vous regardez bien, la balance, j'ai V et j'ai GV2. Ça veut dire que c'est une deuxième version de la balance. Ok, d'accord. Alors que les mouvements du grand livre, moi, j'ai récupéré les mouvements dans la version V1. Mhm, d'accord. Ça veut dire qu'entre-temps, il y a eu une opération qui a été comptabilisée, qui a baissé le solde de la caisse dans la balance, mais une deuxième version du grand livre n'a pas été communiquée. Ou bien, même si elle a été communiquée, c'est pas là-bas que j'ai récupéré les données. D'accord. Maintenant, en l'espèce, mais Oui, si ça prouvait que c'est à partir de documents tels que tels oui, qu'on a pris ces informations, on est tombé à une telle conclusion. Est-ce oui. que l'auditeur peut retrouver cette erreur-là pour concilier les deux soldes? C'est ce que je voulais dire, quoi. Il faut forcément qu'il ne pas voir les clients parce qu'il ne peut pas. Tous les mouvements, si tu récupères tous les mouvements du grand levé que tu trouves qu'il y a cet écart, ça veut dire que c'est forcément le client qui doit justifier ça. D'accord. Parce que même si tu vas chercher dans les grands livres, tu vas tout récupérer, c'est tous les mouvements du grand livre comme ça. Ça veut dire que s'il y a un écart, c'est soit une opération louche qui a été constatée au cours de la communication. D'accord. Sinon, Merci. sinon, si en temps normal, obtiens la balance et les grands livres en même temps, tu copies les mouvements, le solde de la quête doit exactement trouver ça. Oui, Si c'est pas ça, ça veut dire qu'il y a une erreur à quelque part et c'est au client, le client effectivement. qui tu es en train d'auditer, tu dois justifier ça. D'accord. Ça va, merci. Ok, si c'est compris, on peut passer. Oui, Oui, oui. Ok, je vais arrêter l'écran, je vais partager l'autre partie. Je ne sais pas si vous voyez mon écran. oui. Oui, oui. Alors, pour les fournisseurs, la particularité est que si déjà vous avez bien suivi ce qu'on a fait au niveau des clients, vous allez trouver que ce sont des tests qui sont presque similaires. Mais ce que vous pouvez avoir comme particularité ici au niveau des fournisseurs, c'est que puisque au niveau des clients, on a parlé des opérations, par exemple, on te dit si le client est crédité, c'est pas normal. Si vous arrivez au niveau des fournisseurs, vous allez dire que si le fournisseur est débité, c'est pas normal. Mhm. Et si vous constatez, vous allez trouver que c'est l'inverse de ce qu'on a fait chez les clients. Puisque les deux fonctionnent avec une similitude parfaite, avec, on peut dire, les sens opposés. Maintenant, si je suis dans la partie fournisseur, vous avez bien constaté qu'ici, c'est une société qui gère avec des sociétés étrangères aussi. Et là, pour la comptabilisation, pour avoir une bonne séparation des comptes, c'est préférable de les dispatcher en des sous-comptes. Vous voyez, ici, on parle de fournisseurs locaux, ici, on parle de fournisseurs étrangers, ici, on parle de fournisseurs immobilisation et fait. Là, on a facture non parvenue, ainsi de suite. Là, on a les avances aussi, les avances fournisseurs, ainsi de suite. Maintenant, si tous les comptes que vous voyez ici, ce sont des comptes qui doivent être audités, qui doivent être vérifiés. Et pour les vérifier, comment on fait? Une fois qu'on obtient la balance et la balance générale, on produit les leads. Et je ne sais pas si vous vous souvenez de quoi on parle des leads. Si vous vous souvenez, Oui. au premier moment, on avait déroulé le macro, tu nous avais donné le résumé des comptes dans chaque feuille. Oui. Dans la feuille Oui, B, oui. ça concerne les fournisseurs, tout ce qui est fournisseur. Comme ce que vous voyez devant vous dans l'écran. Effectivement, oui, oui. Je me rappelle de ça, oui. C'est ça. Et comme je vous ai dit la dernière fois, en tant qu'auditeur, lorsque tu reçois deux versions de la balance, tu vas faire les lignes une deuxième fois, mais la première version, tu ne la supprimes pas. Et vous voyez, c'est pour ça que j'ai ici V et BV1. Et là, on va utiliser BV2, puisque c'est la deuxième version de la balance qu'on a reçue du client. Mhm.
Maintenant, tout ce que vous voyez comme des références, j'ai mis B1. B1, c'est pour justifier l'origine du compte. C'est ce qu'on appelle les références en audit. Alors, si je pars dans le B1, vous allez constater que j'ai fait un rapprochement ici. Comment je fais le rapprochement? C'est typiquement ce qu'on a fait au niveau des clients lorsqu'on était en train de vérifier la partie client. Mais comme je vous ai dit, on le fait, mais avec le sens opposé, avec la partie fournisseur lors des analyses. Alors, et si je vais par exemple faire le rapprochement, qu'est-ce que je dois obtenir? Déjà, il faut mettre à l'idée que si je suis dans l'audit, dans chaque section, j'ai des documents à demander au client. Si je suis dans la section fournisseur, je vais demander, puisque j'ai déjà la balance générale qui m'a communiqué, mais je dois demander la balance auxiliaire des clients, la balance et le grand livre auxiliaire plutôt des clients ou des fournisseurs. Aussi, la balance AG des fournisseurs ou des clients, si je suis, ça dépend de quelle section je suis. Maintenant, une fois que j'obtiens la balance auxiliaire, ça, ce que vous voyez devant moi, c'est ce qu'on appelle la balance auxiliaire des fournisseurs. Pourquoi on parle d'auxiliaire? Parce que ça contient le code de chaque fournisseur. Mhm. Et ça permet, tous les mouvements des fournisseurs doivent transiter par chaque code pour donner enfin le solde. Si vous regardez bien, vous allez constater que vous n'avez pas le compte fournisseur dans la balance générale ici, mais codé. Ça veut dire qu'on parle de balance auxiliaire, ça veut dire qu'on a auxiliarisé les fournisseurs. Ça veut dire que chaque fournisseur dispose d'un code. Mhm. Et ce code permet de distinguer ce fournisseur des autres. Si, par exemple, le fournisseur A a fait un règlement et qu'on saisit le code avec le fournisseur A, le règlement s'impute directement sur le fournisseur A. Pour distinguer chaque fournisseur, c'est nécessaire de les auxiliariser. Sinon, c'est trop difficile de récupérer chaque fournisseur directement dans le GL général. Maintenant, si j'ai la balance auxiliaire fournisseur, comme ce que vous voyez ici, ça, c'est un retraitement que j'ai fait. Mais si je pars, par exemple, dans la balance auxiliaire origine, j'ai mis une référence ici, B100V2. Ça veut dire que B100V2, tout ce que vous voyez comme référence, je dois le laisser dans le test. Comme ça, une personne qui va faire la revue du test plus tard, il est obligé d'aller chercher la version que je suis en train de référencer. Mhm. Et si vous suivez bien, vous allez trouver que j'ai mis la référence B100V2. C'est ça que vous voyez ici. Et c'est ce qu'on appelle la balance auxiliaire des fournisseurs. Parce que j'ai tout ce qui est à nouveau débit concernant les fournisseurs, à nouveau crédit, les mouvements de l'année et les soldes débit, soldes crédit. Et par la suite, ça me donne le solde final. Maintenant, ici, c'est ce que j'ai retraité pour mettre dans la partie B1. Est-ce que vous voyez ici? J'ai juste copié ce même tableau, mais avec uniquement les soldes, parce que c'est les soldes qui m'intéressent ici. Là, puisque j'ai le solde des fournisseurs, si je fais la somme des fournisseurs étrangers et locaux, j'ai 39 millions et quelques. Et la balance, le grand livre auxiliaire fournisseur, si je pars par exemple dans B, D100V2, vous allez trouver de quoi il s'agit exactement comme ce qu'on appelle les grands livres. Les grands livres, c'est ça. Les grands livres fournisseurs, c'est ça. Mais au lieu de mettre les comptes comme 401 ou bien 4411 et tout, on a les codes auxiliaires des fournisseurs dans chaque partie. Si c'était les grands livres généraux, vous allez trouver les comptes, par exemple, 411, 421, vous voyez, des comptes du plan comptable. Mhm. Mais dans les grands livres des fournisseurs, que ce soit des fournisseurs ou des clients, vous allez trouver les grands livres comme les grands livres généraux, mais avec des codes de chaque fournisseur. Ce n'est pas le compte ou le plan comptable. C'est standard ou bien c'est optionnel? C'est ce qui est recommandé? Oui, justement, dans toutes les sociétés qui sont bien organisées, chaque grand livre auxiliaire fournisseur doit comporter les codes, c'est non pas les comptes du plan comptable. D'accord. Que ce soit les fournisseurs ou les clients, il faut que ce soit des codes.
Lorsque tu extrais, et même si vous utilisez par exemple les logiciels comme Sage, vous allez constater que lorsque vous arrivez à la partie état tiers, il y a plusieurs tiers. On va vous dire les tiers clients, tiers fournisseurs, tiers salariés et tout. Mhm. Si vous extrayez le grand livre des tiers concernant les fournisseurs, vous n'allez pas trouver les comptes du plan comptable, mais les codes de chaque fournisseur ou bien les codes de chaque client. C'est bon. Oui. Ça, c'est le modèle du grand livre fournisseur. Et là, si je fais la somme, il suffit juste de faire débit moins crédit, je vais trouver la somme du sol. Ça me donne les 39 millions aussi. Et là, moi, le comparatif, le premier test que je dois faire, c'est de savoir est-ce que le sol global des fournisseurs dans la balance générale est égal au sol global des fournisseurs dans les grands livres auxiliaires, est égal au sol global des fournisseurs dans la balance auxiliaire fournisseur. Si le client me donne la balance AG fournisseur, je dois comparer aussi de la même façon. Alors, une fois que ce test n'a pas d'écart, si jamais il y a un écart ici, on ne doit même pas continuer les travaux. On doit d'abord demander une nouvelle version au client. Parce que s'il y a un écart, on ne sait pas l'origine de... Supposons que, par exemple, au niveau du grand livre, et plutôt la balance générale fournisseur, on avait les 39 millions. Et dans la balance auxiliaire, on a 38 millions. Ça veut dire que si je continue le travail avec 38 millions, il y a des fournisseurs que je vais louper. Mhm. Ou soit il y a des sols que je vais auditer qui ne sont pas bons. Est-ce que vous voyez? Mhm. C'est Ouais. pour ça que lorsque je trouve un écart, je dois forcément demander une nouvelle version au client pour me rassurer que les versions sont homogènes sur la base de quoi je vais commencer la suite des travaux. Alors, une fois qu'on finit, par exemple, de faire le comparatif, on voit qu'il n'y a pas d'écart, on peut poursuivre. Maintenant, dans la poursuite, on doit d'abord chercher à savoir est-ce que parmi tous ces fournisseurs, il y a des soldes qui sont débiteurs? Les soldes débiteurs, ça veut dire que les fournisseurs qui sont à solde anormaux. Puisque si vous connaissez la logique des comptes, tout ce qui est solde et compte du passif fonctionne en négatif. Mhm. Ça veut dire que les fournisseurs, si le solde est négatif ou bien le solde est créditaire pour moi, c'est bien. C'est bien, oui. Par contre, si je trouve un solde débitaire, là, c'est problème parce que je me dis, est-ce que j'ai payé plus que le fournisseur? J'ai payé la dette plus quelque chose sans le savoir, ou bien Mhm. j'ai mal comptabilisé, ou bien qu'est-ce qui se passe? Je dois investiguer. Mhm. Ou bien vous avez versé une avance, C'est fournisseur ça, c'est avance ça. versée. L'objectif, c'est de savoir déjà avec le client si c'est une avance, merci de reclasser ce compte dans le compte avance. Mhm. Si ce n'est pas une avance, on va savoir est-ce qu'on a mal comptabilisé un achat. Par exemple, vous savez bien que les comptes des achats, lorsqu'on achète avec les fournisseurs, on comptabilise le compte de la classe 6 au débit et le compte des fournisseurs au crédit. Oui, Maintenant, si je viens, je me trompe dans l'écriture, je risque de comptabiliser fournisseur au débit et je comptabilise le compte de la classe 6 au crédit. au crédit, oui. Ça va me donner un seul fournisseur débiteur. Et si je suis Mhm. au courant de cette opération, je dois corriger l'écriture. Oui. Alors, ça, c'est la balance globale des fournisseurs qui s'appelle la balance auxiliaire. Maintenant, je vais commencer l'analyse de cette balance auxiliaire-là. Alors, je vais aller dans la feuille B1.1. Vous voyez mon écran. Mhm. Je vais identifier les fournisseurs qui sont débiteurs et je vais demander pourquoi ils sont débiteurs. Et si vous voyez ici, comment j'ai pu les identifier, je vais aller dans B1, tout ce qui est sol, je vais me placer ici dans le filtre, je vais mettre filtre numérique. Vous voyez ce que je fais? Supérieur Oui, à oui. zéro. Et je vais mettre supérieur à zéro. L'objectif pour moi, c'est d'identifier ce qui est positif. Mhm. Vous avez vu? Mhm. Oui. Tous ces sols sont des sols positifs. Et quand vous regardez dans B1.1, c'est ce que j'ai mis ici. Vous voyez? Et le total fait, si je ne me trompe pas, 38 000.
Le total fait 38 000. Ces 38 000, je vais chercher à savoir pourquoi ce sont des soldes créditaires. Et au même moment, je vais récupérer tout ce qui est solde et créditaire ici. C'est le reste des fournisseurs où les soldes sont bien. C'est ce que j'ai mis ici. Par contre, les petits tableaux que vous voyez en haut, c'est les fournisseurs où je dois demander des explications pour savoir pourquoi les soldes sont débitaires. Oui. Vous voyez? Alors, si je suis dans B2, je vais commencer l'analyse de ces soldes-là. Dans l'analyse de ces soldes, je vais dire, parmi ces soldes, je vais faire une analyse pour savoir pourquoi ce sont des soldes débitaires. Qu'est-ce qui ne va pas? Et quand je trouve l'explication, je vais demander au client, ou soit je pars directement demander au client pourquoi ces soldes sont débitaires, il va me les expliquer. Maintenant, moi, j'ai sélectionné quatre de ces fournisseurs où les soldes sont positifs. Je vais faire une investigation dans les grands livres pour savoir pourquoi. Et quand je parle du grand livre, c'est le grand livre auxiliaire fournisseur. Alors, pour le premier, on a euh, Oméga Fer. Oméga Fer, je vais savoir pourquoi c'est le solde est débitaire. Et quand vous regardez avec moi, vous allez constater que la première opération est soldée. On avait 5 000 comme opération et on a payé 5 000. Ça veut dire que c'est soldé et c'est lettré en AA. Vous voyez? Vous voyez mon écran? Oui. Alors que la dernière opération, on a 7 000. 7 000, c'est un paiement. Ce paiement ne correspond à aucune facture. Vous avez vu? Puisque normalement, il fallait d'abord saisir l'achat avant de saisir le règlement. Mais ici, on a comptabilisé un règlement de 7 000 alors que la facture n'est pas comptabilisée. On n'a pas de facture. Ça veut dire que indirectement, c'est une avance qu'on a payée au fournisseur. Mhm. Et cette avance, si le client me le confirme, moi, en tant qu'auditeur, je vais lui demander, au lieu de le laisser en négatif, en positif dans le solde fournisseur directement, vaut mieux le reclasser dans le compte avance fournisseur. Mhm. Ça c'est une première analyse de ce compte. Le deuxième, si je pars dans VB et plutôt B2.2, je vais faire la même analyse pour le fournisseur débitaire suivant. Vous voyez, ici aussi, c'est la même chose. Parce qu'on a MPC. payé 6 900 alors qu'il n'y a pas de comptabilisation d'achat. Ça veut dire que ça aussi, c'est un fournisseur à reclasser dans le compte avance. Même chose pour le troisième, ainsi de suite. C'est comme ça, généralement, on analyse les soldes des fournisseurs. Si jamais il y a une comptabilisation mauvaise, on le saura. Mais ici, on voit que ce sont des règlements qui sont uniquement comptabilisés. Là aussi, c'est la même chose parce qu'on n'a que des paiements, on n'a pas de factures comptabilisées. Et ça, ça doit être des avances. Mais il ne faut pas prendre directement pour dire, moi j'ai identifié ce sont des avances. C'est le client qui doit nous répondre à cette question. Mais nous, avant d'aller le voir pour demander pourquoi, de quoi il s'agit et tout, on doit d'abord faire une première analyse. Et quand on trouve l'origine, on peut maintenant poser la question pour corroborer avec ce qu'on a déjà fait. C'est le même travail pour le quatrième fournisseur également. Lui, il avait un solde depuis N-1 qui est débitaire et toujours débitaire. C'était paiement par chèque. Ça veut dire que c'est une avance aussi. Mhm. Alors, ça, c'est l'analyse des fournisseurs débiteurs. Maintenant, si je pars dans B3, je vais analyser les soldes des fournisseurs qui sont normaux quand même. Même s'ils sont normaux, je vais voir l'origine, est-ce que le solde, comment il est constitué. Je peux faire aussi une sélection de 4 ou 5 fournisseurs pour savoir les mouvements du grand livre, la nature de ces mouvements, c'est quoi et quoi. Et si vous voyez le premier, on a UPM Sales Off. Ça, par exemple, on a 8 millions et quelques. Ces 8 millions, ça va se composer par une portion du grand livre que je vais chercher à savoir c'est quoi il s'agit. Et quand je vois que ce sont des achats. Ce sont des achats avec un fournisseur, mais à l'étranger. Vous voyez? Et si par exemple, vous voyez que
on a fait des achats avec les fournisseurs à l'étranger en euros qu'on a convertis en dirhams, monnaie locale ici. Mais quand vous voyez, vous allez trouver qu'il y a 31 000 et quelques qui sont au débit. C'est 31 000 et quelques. Si c'était un paiement, on va dire que le compte n'est pas lettré. Mais ici, c'est pas un paiement, c'est les écarts de conversion qu'ils ont comptabilisés. Parce que les fournisseurs étrangers, comment ça fonctionne? Vous allez avoir des dettes fournisseurs étrangers. En fin d'année, il faut revaloriser ces dettes. Si on les revalorise, soit l'écart de conversion qu'on va comptabiliser est un écart actif ou un écart passif. Et ça va impacter le compte jusqu'à la fin de l'année. Et l'année prochaine, on va les estourner. Maintenant, l'année qui suit, qu'est-ce qu'on fait avec ça, M. Bayala, vous dites? Pour les écarts de conversion, Oui. on les comptabilise pour revaloriser les dettes des fournisseurs en fin d'année. Mhm. L'année qui suit, on va les estourner pour comptabiliser la dette à la valeur normale. Donc, par exemple, s'il y a un rajout de 31 800 et quelques sur la dette qu'on a envers le fournisseur en fin d'année, Oui. maintenant, est-ce que l'année prochaine, on doit payer ça? Non, pas à payer, c'est juste une revalorisation. Ça veut dire que vous connaissez bien la règle comptable, on dit tous les actifs et les passifs doivent être revalorisés chaque fin d'année. Mhm. Si en fin d'année, moi j'ai un coût d'échange de 10,5 par exemple, Mhm. alors qu'au moment où moi j'ai comptabilisé la dette, j'avais 9 comme coût, Mhm. ça veut dire que en fin d'année, si j'étais censé payer le fournisseur, j'allais le payer à 10,5. Oui. Donc, et la période de comptabilisation avec la période de clôture, j'allais avoir une perte. Mhm. Mais comme je ne l'ai pas encore payé, je ne sais pas à quel moment il va me demander sa dette. Moi, je vais faire une revalorisation de cette dette à l'instant T. Mhm. OK. Et je comptabilise la différence comme étant l'augmentation de sa dette chez moi indirectement. Mhm. Mais si j'arrive en D'accord. fin d'année, je fais l'année et je clôture l'année et que au 1er janvier de l'année suivante, le fournisseur ne veut pas venir me demander sa dette, Mhm. ça veut dire que je dois annuler la revalorisation que j'avais faite. D'accord. Et je considère la dette à la valeur où je suis en train de comptabiliser actuellement. D'accord. Vous voyez? Mais, Maintenant, mais si ici, je il suis en train demandait de de payer la payer. dette, pour moi, c'est Oui. une perte d'échange. Voilà. Mais ça aussi, on doit comptabiliser ça. Maintenant, au moment où il demandera de payer et que, il y a toujours un gain au niveau de la valeur d'échange, Oui? il y aura une augmentation de la dette fournisseur chez le client. Oui, il faut comprendre comment ça fonctionne ici, puisque lorsque tu es en train de payer la dette actuellement, Hmm. tout ce qui est généré comme un écart, c'est un gain ou une perte d'échange. Ça, c'est comptabilisé. Et quand je paye les gains ou les pertes, je ne comptabilise plus d'écart de conversion. Par contre, si je n'ai pas encore payé la dette, si la dette demeure toujours dans mes comptes, c'est là où je tiens compte des écarts de conversion. Parce que je me dis, à tout moment, le fournisseur peut demander sa dette. Et moi, je suis censé les revaloriser. Mais D'accord. si je n'ai pas payé, si je n'ai pas encore payé, je vais estourner les écarts de conversion pour ramener la dette à sa valeur réelle. D'accord. Mais D'accord. au moment où je suis en train de comptabiliser, si je vais payer, je ne comptabilise plus des écarts de conversion, mais je comptabilise des gains ou des pertes en fonction de la devise qui va sortir pour aller chez le fournisseur. D'accord. C'est clair. Merci. Dommage. Ok, et si vous allez constater, comme je disais, il a comptabilisé des écarts de conversion en fin d'année, mais ce n'est pas un paiement. Si c'était un paiement, on voit 31 000 par rapport aux autres, seuls au crédit, ça veut dire que ça ne correspond à aucune facture du tout. Mais là, on peut dire que le compte est analysé parce qu'il n'y a aucune opération qui chevauche au débit et au crédit qui sont pas normales. C'est le même exercice pour le deuxième fournisseur aussi. Pour le deuxième fournisseur aussi, je procède de la même façon. Et je regarde, est-ce qu'au niveau du débit et de crédit, il y a des opérations qui ne sont pas normales. Et comme vous voyez ici, ce fournisseur, on n'a que des achats, on n'a aucune opération au débit. Ça veut dire que ce compte aussi, on dit que c'est analysé. Parce que pourquoi on parle d'analyser? Ça veut dire qu'au niveau de lettrage,
Si j'ai des opérations au débit et au crédit, il faut que le lettrage me permette de les solder. Maintenant, s'il n'est pas soldé, ça veut dire que je ne pourrais pas trouver un montant exact de facture au crédit qui correspond au mouvement du débit. En ce moment, ça devient, ça mélange beaucoup les choses et par la suite, on ne connaît plus la dette réelle à verser au fournisseur. Ensuite, le B3, c'est la même chose. Et comme je vous avais dit, c'est le même test qu'on avait fait presque chez les clients aussi, mais dans le sens opposé. Ici, par exemple, vous voyez que c'est la même chose. On sélectionne une partie, on essaie de voir est-ce que c'est normalement analysé ou pas. Mais l'autre test qu'on peut faire, c'est de sélectionner les dettes fournisseurs qu'on a ici et de voir, par exemple, en janvier de l'année suivante, est-ce que ces dettes sont payées normalement. C'est ce qu'on appelle l'appurement subséquent. Supposons aussi que j'ai 8 millions et quelques. Ces 8 millions et quelques, c'est au 31 décembre 2023. Je vais savoir, par exemple, est-ce que en janvier 2024, ce sol a connu un changement. Si ça a connu un changement, pour moi, je me dis, OK, donc ce n'est pas un sol fictif. Parce que il était de 8 millions l'année passée. Cette année, par exemple, on a payé 1 million, il reste 7 millions et tout. Ou bien on a payé 1 million, on a fait encore des achats avec les mêmes fournisseurs, ça a augmenté de 9 millions, ainsi de suite. On s'est dit que ce n'est pas un sol fictif. Il y a des mouvements par-ci, par-là. Alors, si on fait cette première analyse, on va aller dans la partie des fournisseurs factures non parvenues. Qu'est-ce qu'on parle de factures non parvenues? Puisque ici, on est en train de valider les comptes par compte. On peut dire, par exemple, dans la liste générale, on a déjà validé tout ce qui est B1. B1, c'est tout ce qui est le compte fournisseur ordinaire qu'on est en train d'analyser. Maintenant si on part au niveau de la partie B4, comme vous le voyez, comme la référence l'indique, B4, c'est le compte facture non parvenu qu'on essaie de valider. Pour le valider, on part dans B4. On cherche à savoir, on a déjà ici le solde dans la balance et ici, c'est le suivi. Le suivi des factures non parvenues que le client nous communique, va nous communiquer d'ailleurs. Si on est auditeur, on doit solliciter ce suivi pour savoir est-ce que tout ce qui est facture non parvenue dans les comptes, est-ce que c'est la même année que ça a été comptabilisé ou bien il vient des années passées? S'il vient des années passées, ça veut dire que c'est pas bon parce que normalement, une facture non parvenue, on peut dire dans la précipitation, on a clôturé les comptes, la facture n'est pas encore arrivée, mais l'année prochaine, il faut obtenir les factures. Mhm. Vous voyez? Et donc, si vous voyez ici, je parle du suivi. Le suivi, la référence du suivi, c'est B.4.1. Et je vais aller dans B.4.1 pour voir le suivi, c'est de quoi il s'agit. Voilà, c'est le suivi que le client nous communique là. Et quand vous allez constater qu'ici, on a le journal NA. Ça veut dire que ce sont des opérations à nouveau. Et ce sont des opérations à nouveau. En principe, ça devrait être soldé. Ça devrait être soldé au cours de l'année. C'est non pas ça quitte les années passées jusqu'à maintenant. C'est toujours facture non parvenue. Vous voyez? Ça, par exemple, on peut recommander aux clients de voir avec les fournisseurs si jamais il n'y a pas de visibilité, il doit exposer la facture en produit. C'est comme si ce sont des opérations fictives en tant que telles, parce que des opérations Mhm. factures non parvenues des années passées, quand est-ce que les factures vont arriver maintenant? Ça, quand même. Vous voyez? Et si par exemple le commentaire d'en bas se dit quoi? Des FNP provenant de l'année 2022 d'un solde de 83 camarades ne sont pas encore apurés à la date de notre intervention. Il conviendrait de procéder à l'appurement de ce compte. Vous voyez, ça c'est une recommandation, mais toujours est-il que il y a certaines des recommandations où c'est le client qui a le dernier mot là-dessus. Vu que ça, par exemple, ça ne peut pas constituer objet de réserve dans les rapports d'audit, le client, s'il veut que les comptes comptables soient clean, il doit prendre une décision de faire un appurement des comptes résiduels. Sinon, par exemple, si tu prends
un fournisseur ou bien plutôt un client que tu audites, où les chiffres d'affaires se chiffrent en des milliards, il se dit que, par exemple, une recommandation de 83, ça ne peut pas faire grand-chose à la société. Mhm. Et en tant qu'auditeur, si on tient compte d'un C, par exemple, de signification dans nos travaux, on va dire, bon, c'est pas trop significatif pour relever ce point dans les rapports d'audit. Alors, si on valide la partie des factures non parvenues, on peut aller dans la partie suivante qui est la partie des effets. Et au niveau des effets, c'est la même procédure aussi. On prend le solde de la balance générale, on essaie de rapprocher avec le suivi des effets pour savoir est-ce que les D, il n'y a pas d'écart dedans. S'il n'y a pas d'écart, on va dire OK, il n'y a pas d'écart, donc on peut passer au test suivant. Et le test suivant, je vais vous montrer le suivi. Le suivi, c'est de quoi il s'agit. Voici le suivi des effets. Et dans ce suivi des effets, vous allez constater qu'il y a les échéances ici. Ici, il y a les échéances. Moi, je vais par exemple, je suis au 31/12/2023, alors que j'ai des effets où les échéances étaient de 25 janvier 2023 et tout. Je veux savoir pourquoi ces effets n'ont pas été décaissés. Pourquoi les fournisseurs n'ont pas encaissé les effets jusqu'à maintenant. Parce que si on me dit un effet à une échéance de 1er janvier 2023, ça veut dire que si je passe l'échéance de 1er janvier 2023, l'effet, c'est comme s'il il n'est plus à date. Comme si le caduc, effectivement. C'est ça. Ça veut dire qu'il faut remettre un nouveau effet. Et maintenant, je vais faire l'appurement de ces effets pour savoir pourquoi. L'appurement, qu'est-ce qu'on fait? On fait une sélection de la liste des effets. On demande les relevés bancaires de l'année ou bien du mois prochain. Ça veut dire que moi, je suis en 2000, au mois 12 2023. Je dois demander les relevés de janvier 2024. Et dans ce relevé, je vais chercher à savoir est-ce que ces effets sont entre-temps décaissés par la société au nom des fournisseurs. Et comme vous voyez, le premier effet, ça n'a pas été décaissé. On est au 25 janvier 2023, ça n'a pas été décaissé. Et ce fournisseur, selon les explications, bon, je peux dire les explications du client qui nous a été données, il y avait un litige avec ce fournisseur-là. C'est pour ça, c'est patienté. Vous voyez? Mais quand vous regardez bien les autres, vous allez constater que les autres ont été normalement encaissés en janvier 2024. Ça veut dire que, bon, il y a plus de soucis puisque le fournisseur devait se présenter avec son effet. Bon, finalement, il a encaissé l'année qui a suivi, c'est pas trop grave. Par contre, c'est le premier qui a un souci. Du moment où on est 25 janvier, ça veut dire que toute l'année 2023 est passée et on est en 2024, l'effet n'est pas encore été décaissé. Est-ce que vous avez compris? Mhm. Et là, la sélection que vous Oui. faites pour les effets, vous devez demander les scans des effets. Et si par exemple, quand vous voyez les références B5.2.1, ça veut dire qu'il y a l'effet qu'on a obtenu. Ce sont les copies des effets qui ont été scannés. Et qu'on rapproche avec le relevé pour savoir est-ce qu'ils ont été encaissés ou pas. Ou bien décaissés. Si par exemple, pour les cas des fournisseurs, ce sont des décaissements. Alors, dans la partie B6, on a fait textuellement aussi les délais des fournisseurs comme on l'avait fait au niveau des clients. Pour calculer les délais de règlement fournisseur, qu'est-ce qu'on fait? On prend les achats TTC, on a les dettes fournisseurs TTC, et par la suite, on fait les achats sur les dettes. Par exemple, on a les dettes, par exemple, fournisseurs de 39 millions et quelques. Cette année, l'année passée, on avait 45 millions. Donc, on fait plutôt la dette fournisseur divisée par les achats TTC. Et on compare, on va savoir est-ce que les délais de règlement fournisseur, il y a eu des évolutions. Pour trouver les achats TTC et pour faciliter la tâche, au lieu que par exemple on multiplie, puisque le taux de TVA peut être différent. Mhm. Ça veut dire qu'on prend les achats hors taxe et on part dans les grands livres de la TVA, du compte de la TVA, on sélectionne tous les mouvements de comptabilisation de l'année pour constituer le montant de la TVA qu'on vient additionner aux achats.
Et quand on parle des achats, c'est les achats externes et les achats de matières, de fournitures, que ce soit les achats de marchandises aussi. Ça dépend de l'activité du client. Alors, et si on a 53 comme délai contre 61 comme délai l'année passée, ça veut dire que le délai a diminué. Et ici, on peut dire qu'il y a un délai raisonnable parce que selon la loi sur les délais de paiement des fournisseurs, je peux dire au Maroc ici, on autorise à ce que le client atteigne 60 jours avant de payer la dette fournisseur. S'il y a une convention avec le fournisseur, tu peux aller jusqu'à 120 jours. Mhm. Et si on peut dire qu'on est toujours dans les normes. Mhm. Alors, au niveau du B7, le B7, on analyse les avances. Puisqu'on on a des avances fournisseurs de 400 et quelques mille, on doit savoir de quoi il s'agit avec le suivi que les clients vont nous communiquer aussi. Et ça, c'est l'état des avances comme ça. Et pour les avances, pour tester réellement de quoi il s'agit, on peut demander les bons de commande auprès des fournisseurs. On demande les bons, puisque le client, avant de payer une avance, ça veut dire qu'il a déjà enclenché une commande. Ou bien les devis des fournisseurs. Peut-être qu'il a déjà sollicité une prestation de service, on l'a proposé un devis, et par la suite, il a accepté de payer une avance pour commencer les travaux. Ça, c'est pour valider la réalité des avances. Parce qu'il peut y avoir des avances fictives aussi. Peut-être que dans la précipitation, il y a de l'argent qui est perdu, on dit oui, bon, pour cacher ça, on va les cacher dans le compte des avances fournisseurs. On comptabilise les avances fournisseurs et on ne sait pas de quoi il s'agit. Pour cela, lorsque je suis dans la partie des avances, je peux demander soit les bons de livraison s'il y a une partie qui a été livrée, soit les bons de commande pour savoir est-ce qu'on a fait réellement des commandes chez le fournisseur, soit les devis pour savoir est-ce qu'on a demandé une prestation de service chez le fournisseur. Et il faut faire attention aussi si jamais on a des fournisseurs étrangers parce que généralement ces avances peuvent cacher aussi des marchandises en cours de route. OK. Par exemple, vous savez bien que les fournisseurs étrangers, lorsqu'ils vont livrer des marchandises, dès qu'ils chargent, par exemple, le conteneur, ils émettent la facture. Oui. Donc, s'ils émettent la facture et que nous, vu que les dettes ne doivent pas tarder, on a déjà payé une avance. Mhm. Par contre, lorsqu'on paie l'avance au fournisseur étranger et qu'il fait quitter les marchandises dans son navire, dans le navire plutôt, ça dépend maintenant de l'Icotherme. Et les Icothermes, ça nous donne une idée de si le transfert de propriété est à la société ou bien le transfert de propriété est toujours avec le fournisseur. Mhm. Si le transfert de propriété devient, ou bien plutôt incombe maintenant à la société, il doit constater les marchandises en cours de route avant de clôturer les comptes. Si le transfert de propriété, selon l'Icotherme, est toujours avec le fournisseur, il peut dire, voilà, s'il y a une perte sur la route, c'est le fournisseur qui est toujours responsable. Par contre, si je deviens responsable des marchandises lorsqu'il quitte l'usine du fournisseur, ça veut dire que ça devient un actif pour moi. Je dois le comptabiliser et tenir compte de cet actif dans mes comptes avant de clôturer l'exercice ou bien avant de déposer le bilan. Ça marche. Oui. Alors, globalement, c'est les tests qu'on a avec les fournisseurs ici. Je ne sais pas si vous avez des questions à propos. Non, moi personnellement, je n'ai pas de questions. C'est bon, ça marche. C'est bon comme ça? Oui. Ok, si c'est bon, on peut aller vers la partie des achats pour voir de quoi il s'agit aussi OK. par rapport au test. Et si, par exemple, on est sur la partie des fournisseurs, tout ce on a comme des anomalies, on peut les relever dans un mémo à communiquer au client pour correction. Par exemple, ça. Ça, c'est le mémo que j'ai réalisé comme point de correction à envoyer au client lui-même. Ou bien on peut dire à la société que je suis en train d'auditer pour être plus clair.
Par exemple, ça, c'est les fournisseurs qu'on a relevés à solde débiteur. Je vais les demander pourquoi c'est débiteur et tout. Je vais dire, voici la liste des fournisseurs que j'ai relevés. Merci de procéder à des corrections. Quand vous voyez ici, je dis par exemple, les fournisseurs débiteurs comptent pour un montant de 38 camarades. Il conviendrait de reclasser en 34 11 fournisseurs avance et à compte sur commande d'exploitation. Mhm. Là, je dis les comptes fournisseurs ne sont pas suffisamment analysés. En effet, le solde des dettes non analysées et récupérées se situe à hauteur de soit 22%. Ça veut dire que les fournisseurs que j'ai analysés, je trouve qu'il y a des soldes qui ne sont pas bien constitués. Et je dois demander la question, poser la question pour savoir pourquoi c'est ainsi. Il doit m'expliquer. Là, c'est les factures non parvenues qu'on avait relevées. On était en 2023, alors qu'on a une facture de 2022 de 83 000 qui n'est pas totalement, qui n'est pas apurée. C'est à lui de m'expliquer pourquoi. Ici, ce sont les effets que j'ai cherché l'appurement en janvier 2024, je n'ai pas trouvé. Et là, l'explication, c'est quoi? Le client me dit il s'agit d'un fournisseur et client à la fois. Et en tout temps, il me disait, oui, il y avait un conflit avec celui-là, mais il est fournisseur et client à la fois. Ça veut dire que si ça chauffe, il peut faire une compensation des dettes et des créances. C'est pour ça que c'est pas encore apuré. Là aussi, on a un effet de 2023 qui n'est pas apuré et tout. Ça, ce sont des opérations que je relève pour lui et il doit me justifier pourquoi. Et si c'est les avances fournisseurs aussi qui ne sont pas apurées et qui proviennent des années passées. C'est globalement les points que j'ai identifiés dans la section fournisseur que je dois lui communiquer. Ça marche? Oui. Alors, on va aller dans la partie des achats. Je vais fermer ici. Je ne sais pas si vous avez déjà suivi ce qu'on a fait dans les ventes lors du contrôle du chiffre d'affaires. Si vous avez bien suivi là où on avait fait les tests de réalité, vous allez constater que c'est textuellement la même chose ici aussi. Mhm. Vous voyez? Mais la particularité des achats, c'est quoi? D'abord, moi, par exemple, je suis dans une société que je suis en train d'auditer, j'ai besoin de faire une sélection des achats. Ce qui importe plus ici, c'est la méthodologie de sélection. Sur quels critères que je sélectionne les factures que je dois contrôler? C'est là où il y a le vrai sujet. Sinon, le reste, quand c'est, par exemple, c'est vérifier les factures, n'importe quelle personne qui a les tests devant lui peut vérifier les factures. Par exemple, je prends la facture, je cherche à savoir c'est quelle nature d'opération tu as acheté. À travers les libellés des opérations, je le saurai. Je prends la facture, je vais savoir c'est quelle année la facture a été émise. À travers la date de la facture, je le saurai. Si je prends par exemple la facture, je cherche à savoir les mentions fiscalement admises sur la facture. Ça s'appelle une facture normalisée. Je vais le savoir parce que les mentions, je le saurai de quoi il s'agit. Ensuite, si par exemple j'ai besoin de savoir est-ce que la facture par exemple c'est achat de marchandises ou bien achat de matières premières, je le saurai aussi. Achat d'immobilisation, je le saurai. Par contre, ce que je ne peux pas savoir, c'est quel est les critères sur lesquels je vais sélectionner les factures qui vont me permettre de couvrir tout ce que je suis en train de faire. Alors, vous allez constater que dans chaque industrie, que ce soit l'industrie ou des sociétés de négoce, il y a des comptes qu'on appelle les comptes principaux. OK. Si je suis par exemple dans une société de négoce et achat-vente, Mhm. je sais que le compte achat de marchandises est le plus significatif. Mhm. Si je suis dans une société de production et industrie, je sais que le compte achat de matières premières serait significatif.
Et donc, dans ma sélection, quand j'ai une idée de l'activité, je sais directement que le compte achat de marchandises, je dois le sélectionner. Parce que c'est là-bas où il y a le volume important d'opérations. Mhm. Pour le volet industrie, je vais sélectionner les achats de matières premières et tout, parce que c'est là-bas où c'est plus significatif. Et là, les tests des achats que j'ai affichés dans mon écran ici, ça concernait une société, une clinique. Et comme vous allez trouver au tout début, on a achat de médicaments. Mhm. Vous avez vu? Achat de médicaments, j'ai plus de 150 millions. Achat de consommants, les consommants, ce sont les consommants médicaux. Là, c'est achat des produits pharmaceutiques, de oncologie, des trucs comme ça. Mais quand vous regardez, vous allez trouver que la plupart des comptes qui sont les plus significatifs sont les comptes qui représentent l'activité. Ça veut dire que si je suis dans une société de négoce ou bien, par exemple, une société de conseil, je sais bien les achats qui vont être plus significatifs. Peut-être on va dire les charges externes au niveau des achats de prestations de services. Pourquoi on va dire achat de prestations de services? Parce qu'une société de conseil va demander l'expertise d'autres experts qui vont les facturer et tout. Et en fin de compte, c'est ça qui va représenter ces achats. Ou bien achat des fournitures de bureau parce qu'il aura besoin des blocs-notes, des trucs comme ça. Alors, et si par exemple, pour faire la sélection, comment je vais procéder? Je peux procéder soit d'abord par la variation en valeur absolue, ou soit je procède par la variation en pourcentage. Est-ce que vous voyez? Mhm. Et les deux volets, vous devez les combiner. Parce que ça va vous amener à savoir pourquoi. Et je vais vous expliquer pourquoi c'est ainsi. Si vous regardez ici, dans le premier compte, vous allez trouver que la variation en valeur absolue, c'est 8 millions, alors que le pourcentage, c'est 6%. Vous voyez, par exemple, le troisième compte, on a une variation en valeur absolue de 310 000 et une variation en pourcentage de 232%. Si vous êtes dans ce genre de cas, quels sont les comptes que vous allez sélectionner? Parce que moi, j'ai un compte qui varie 8 millions avec une variation en pourcentage de 6%. Mhm. Et j'ai un compte qui varie de 310 000 avec un pourcentage de 232%. On se rabat sur les comptes qui ont les plus grands pourcentages, hein. Oui, justement, mais quand tu regardes les comptes matériels, achat de Mhm. matériel, tu vas constater que les 310 000, ce n'est pas grand-chose. Mais le pourcentage, c'est plus de 232%. Oui. Ça veut dire que si je sélectionne sur la base de pourcentage, je vais abandonner le premier compte et je sélectionne le troisième. Mhm. Tu vois? OK. Alors qu'en matière Donc, de quel que soit variation, le pourcentage, quelle que soit la variation alors en pourcentage et en valeur absolue, c'est il y a ça. de ces comptes-là tels que vous appelez les comptes principaux. C'est On ça. se base sur ceux-là pour faire le test. Oui, justement, c'est de ça que je voulais parler. Puisque ici, Ok. on sait que l'activité tourne autour des achats de médicaments. Mhm. Même s'il varie de 6%, je dois le sélectionner pour savoir de quoi il s'agit. Mhm. Tu vois? Par contre, ici aussi, c'est un compte principal, achat de matériel. Mais en tant qu'auditeur, on va se dire, bon, si je sélectionne, par exemple, dans les achats de 150 millions, je sélectionne les factures, ça veut dire que ça couvre largement les 400 et quelques mille. Mhm. Tu vois? Ouais. C'est sur la base de ça qu'on fait la sélection. Si on arrive à identifier les comptes qu'on va sélectionner. Et il faut savoir aussi que la sélection aussi, ça tient lieu de jugement professionnel de l'auditeur. Mhm. Ça ne veut pas dire que tous les comptes des achats, je vais mettre tous ces comptes devant moi en train de sélectionner ça. Je n'aurai même pas le temps pour tester tout ça. Mais selon mon jugement professionnel et ma connaissance de la société, je vais dire, voilà, je prends uniquement que les comptes principaux. Et je vais regarder maintenant dans tous les comptes, je sélectionne les comptes inhabituels.
Qu'est-ce qu'on appelle de compte inhabituel? Ça veut dire que les comptes qui n'ont pas été mouvementés l'année passée et subitement cette année, je vois qu'il y a, il y a un montant. OK. Si, par exemple, je ne sais pas si j'ai la nature d'un des comptes ici. Par exemple, si vous regardez là où j'ai mis mon curseur, Mhm. j'ai un compte de team building. Mhm. L'année passée, le sol était zéro. Vous voyez avec moi? L'année passée, il n'y avait pas de sol. Si vous voyez là où j'ai posé le curseur, il n'y a pas de sol ici. Mhm. Alors que cette année, j'ai 382 000. Oui. Là, je vais ajouter cette facture à ma sélection. Je vais dire, si jamais je ne connais pas la nature de l'opération à travers les grands livres, il se peut que dans les grands livres, c'est une seule opération qui a été mentionnée dans cette comptabilisation. Mhm. Sinon, si Peut-être ce n'est que, pas le cas, comme c'est le cas de la clinique, peut-être que la clinique n'avait pas cette politique sociale c'est pour ça. faire des team building pour le renforcement des liens entre les employés. C'est ça. Maintenant, cette année, on a ce compte. Je dois poser la question au client, est-ce que vous avez réalisé team building cette année? Mhm. S'ils ont réalisé ce team building, je vais me dire, OK, c'est la facture de team building, mais en arrière-plan, je dois contrôler la facture pour savoir avec quel fournisseur ils ont réalisé les prestations. OK. Si c'est une prestation réellement team building ou bien c'est juste une comptabilisation pour comptabiliser. Mhm. C'est ce qu'on appelle la réalité. Je dois voir la réalité des opérations. Vous voyez, là, les comptes qu'on a sélectionnés ici, c'était déjà suffisant parce que déjà au moment où tu es en train de faire l'audit, souvent, tu n'as même pas le temps pour sélectionner tout, puisqu'on te donne, on va te dire, par exemple, tu as 2 jours pour terminer une mission et tu vas aller là-bas pour gratter la tête. Vous voyez? Maintenant, si j'arrive à identifier les comptes sur lesquels je vais faire mes tests, il y a des cabinets qui ont plusieurs méthodologies. Soit ils ont des outils de sélection dans lesquels tu vas mettre les grands livres dans l'outil, il va te sortir plus de 100 factures et tu dois les tester. Soit je procède par une sélection stratégique en fonction de mon jugement professionnel. Et c'est ce que je vous avais dit lors des ventes. J'ai dit, moi, au lieu de sélectionner les trucs, je prends un mois, je sélectionne 20 ou 22 factures ou bien 30 factures. Je prends le compte, mais je sélectionne chaque mois 3 ou 4 factures. Ça veut dire que de janvier en décembre, je vais sélectionner 3 ou 4 factures de chaque mois. Comme ça me permet de couvrir toute l'année. Oui. Ça, c'est une méthodologie à moi. En l'absence d'outils technologiques de sélection, tu peux les sélectionner selon ton jugement professionnel. En ayant une idée que j'ai couvert plus ou moins les risques dans toute l'année. Alors, si je fais la sélection, je vais mettre la sélection dans un format bien élaboré avant que je fasse mes tests. Si vous regardez ici, vous allez trouver que c'est la sélection qui a été mise ici. Cette sélection, si je fais le total, vous allez trouver que j'ai 70 millions. 70 millions avec divisé par le total du compte. C'est ce qu'on appelle le scope. Pour trouver le scope, je dois prendre le total de ma sélection divisé par le total du compte. Le total du compte, on l'a au niveau de M20, j'avais 151 millions ici. Et moi, dans ma sélection, je découvre 70 millions. Les 70 millions, je dois les diviser par le total du compte. J'ai 46%. Et les 46% pour moi, c'est suffisant pour tester la réalité de toutes les factures qui sont dedans. Ah, M. Bala, excusez, je n'ai pas compris. Les 158 000, c'est uniquement pour achat de médicaments, mais pour l'ensemble des achats. Uniquement pour achat des médicaments. Donc, le scope est déterminé en fonction de ça. Oui, le scope est déterminé pour chaque compte. D'accord. Parce que moi, je vais déterminer le scope pour ma sélection des achats de médicaments. Mhm, d'accord. Uniquement les achats. Tous ces achats-là, ça concerne les achats de médicaments. Oui, justement, toute cette sélection qui est ici, ça concerne les achats de médicaments.
Ok, Et dans d'accord. la feuille M20.2, vous allez trouver la sélection d'un autre compte. Mhm, Le scope d'accord. serait calculé aussi sur la base du total de ce compte, ainsi de suite. Mhm, d'accord. Vous À voyez? chaque grand ensemble, quelques éléments. À chaque grand ensemble, quelques éléments. C'est ça, c'est ça. Ok. Chaque compte doit calculer son scope et la sélection associée. D'accord. Ici, dans l'onglet M20.1, on a uniquement les achats de médicaments et le scope se calcule sur le total des achats de médicaments. Oui, ça, je comprends. Là j'ai 70 millions comme sélection et si je divise par le total des achats de médicaments, j'ai 46%. Pour moi, c'est suffisant. C'est suffisant? C'est suffisant pour dérouler, et tester la réalité des factures dans ce compte. Ok. Et maintenant, si je pars dans l'autre compte, on a ici achat de consommables, on a M20.2. Mhm. M20.2, c'est le total de la sélection de M20.2 aussi. Ok. Et là, j'ai 2 millions, je divise par 9%, et plutôt, je divise par 9 millions, j'ai 31%. Et les 31%, pour moi, selon mon jugement professionnel, c'est suffisant pour valider la réalité des factures saisies dans ce compte. Ok. Ensuite, pour le troisième compte aussi, c'est la même chose. On sélectionne l'ensemble des opérations, on fait le total, on divise par le total du compte. Et si j'ai 47%, 47%, c'est suffisant pour valider la réalité des factures saisies dans ce compte aussi. Pour le troisième compte, on a un scope de 65, quelque chose pour cent. C'est suffisant aussi, ainsi de suite. Maintenant, si je suis dans ce compte, j'ai fini de sélectionner, je prépare mon canevas de tests. Maintenant, je vais passer aux tests. Les tests, pour les réaliser, je prends les factures, je obtiens les factures du client. Il doit me les communiquer soit par mail ou bien, si je suis en déplacement chez lui, il doit me les donner dans les chronos comptables. À ce moment, moi, je vais les sélectionner. Par exemple, la première facture, je vais les prendre et il faut d'abord connaître la signification de ce que j'ai mis ici, 1, 2, 3 jusqu'à 9. Et je Ok. pense que si vous vous souvenez, je l'avais déjà expliqué lorsqu'on faisait les tests sur les ventes. Oui. Ces tests sur les ventes, c'est la même chose. Mhm. Et si par exemple les 1, vous allez trouver la signification en bas. Les 1, on dit vérification conforme avec le montant comptabilisé. Ça veut dire que je vais regarder le montant de la facture et je vais me poser la question, est-ce que le montant que j'ai sur la facture est égal au montant que j'ai trouvé dans la comptabilité? Si c'est le cas, je vais dire, OK, validé. Le montant est bien. Le deuxième, je vais dire, par exemple, bonne imputation comptable. Je vais dire, si par exemple sur la facture, j'ai achat de médicaments, je vais regarder sur la facture, si c'est achat de médicaments, je vais me demander, est-ce qu'ils ont comptabilisé dans le bon compte? Par exemple, l'idée, c'est de ne pas avoir achat par exemple, comment je dis ça, des consommables qui sont comptabilisés dans le compte achat de médicaments. Mhm. Mais Oui. dans la facture que j'obtiens, si je trouve que le libellé dans la facture, c'est achat de médicaments, je vais dire, OK, bonne imputation. Ils ont imputé dans le bon compte. Mhm. Ensuite, les trois, je vais voir de quoi il s'agit. Les trois, on parle les mentions légales. Est-ce que les mentions légales sont correctement indiquées? Et ces mentions légales, on les a citées expressement ici pour Ok. signifier les mentions légales sur les factures au Maroc. Vous les voyez? Oui. On parle de l'identité du L'identité du vendeur, le revendeur. numéro du registre de commerce, le CNSS, le numéro d'identifiant d'entreprise, la taxe professionnelle et tout. On parle de date de l'opération, le nom, prénom et raison sociale, l'adresse de l'acheteur au client, le prix, quantité, nature des marchandises vendues, ainsi de suite. C'est toutes les mentions Mhm. et il y a des référents, les mots de paiement et tout. Ça correspond aux mentions légales des factures au Maroc ici. Mhm. Si la facture comporte toutes ces opérations, je vais mettre OK. Et les quatre, on parle d'existant des demandes d'achat. Demandes d'achat, généralement, bon, les sociétés ne prennent pas l'attention de les élaborer et tout. Si je ne l'ai pas trouvé dans ma sélection ou bien dans la facture qu'on m'a été communiquée, je vais mettre non. Par exemple, ici, au niveau du 4, on a mis non. Et Mhm. toute la colonne, vous allez constater que c'est non, non. Parce que ça n'existe pas. Oui.
Au niveau du 5, au niveau du 5, on parle d'existence de bons de commande. Si le bon de commande m'a été communiqué, je vais mettre oui. Et comme je l'avais dit la dernière fois, ça peut exister, mais sans être communiqué. Et ça ne veut pas dire que lorsqu'on pousse l'analyse plus loin, on ne va pas trouver les justificatifs. Mais si à l'instant où on ne me l'a pas communiqué, je vais mettre non communiqué. Pardon. Les 6 aussi, c'est la même chose. Mais pour nous, les auditeurs, ce qui est plus important dans les tests de réalité qu'on fait ici, on s'assure que déjà, est-ce que la facture existe? Est-ce que le montant est bien? Est-ce que l'imputation est normale, les mentions légales et tout? Mais si on veut approfondir l'analyse, on peut chercher à faire une mission de contrôle interne chez le client pour savoir comment le cycle achat est bien est géré. Mais du moment où nous sommes dans la logique des tests, les tests de fin d'année, il y a certaines choses où on passe rapidement sans trop insister. Mais lorsqu'on voudrait insister sur l'ensemble de ces éléments, comme par exemple pourquoi vous n'avez pas de demande d'achat, pourquoi par exemple vous n'avez pas de bon de commande associé à la commande qui a été exécutée et tout, ça on peut insister sur ces points lors du contrôle interne. Là, également, on parle de les 7 existants de factures. Oui, le 8 rattachement à l'exercice. Rattachement à l'exercice, c'est le cut-off. On veut savoir est-ce que la date des factures correspond à l'année de clôture. L'idée, c'est de ne pas avoir, par exemple, une facture de 2024 qui est saisie en 2023. Ok. Vous voyez, les 9, on parle de mise en concurrence. Mise en concurrence, normalement, c'est faire des appels d'offres avec les fournisseurs pour choisir le meilleur fournisseur et tout et tout. Mais généralement, les fournisseurs, les clients ne le font pas. Ils trouvent quelqu'un avec qui ils s'entendent bien et chaque fois, c'est chez lui qu'ils achètent. Ouais. Et chez nous, en tant qu'auditeur, c'est un risque. Ça peut constituer un outil de fraude aussi. Ou bien, peut-être on s'entend avec les prix avec lui et après, on récupère une commission. Vous voyez comment ça fonctionne? Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est pour ça, dans cette logique, on insiste sur le fait que est-ce que tu as fait une mise en concurrence des fournisseurs avant de Mhm. choisir la personne avec qui tu traites. Mhm. Si ce sont des Ah, grandes parfois, sociétés, ils le par- font. parfois même ce bail-là, au niveau de la mise en concurrence, là, c'est là-bas même il y a beaucoup plus de... Oui, C'est là-bas même parfois il y a beaucoup plus de fraude que dans oui, justement, la non-mise en c'est concurrence. trop important. Là-bas, même déjà, on peut Hmm. déjà choisir la personne avant même qu'il Ah, voilà. il se soumette au Puisque ce marché. n'est pas le plus offrant qui gagne, c'est par rapport aux rétrocommissions C'est parfois, ça, c'est ça. ils choisissent les fournisseurs. Et c'est trop risqué. Oh. C'est ça, généralement, tu donnes l'idée des achats surfacturés. Ah, effectivement, les achats, les services. C'est Donc, ça. Soit on prend la personne, il facture beaucoup et après on se retrouve dans les cafés pour partager le reste. ah, voilà, voilà. Mais dans les grandes sociétés, ils sont trop regardants sur ça. Parce que Bien c'est. sûr, bien sûr, Mais bien si sûr. on prend les sociétés, les petites et moyennes, bon, et ils font comme ils vont les sembles. Oui. Et comme Au vous fait, voyez ici, parfois, il tu y es a obligé pas. d'accepter. Par exemple, quand je prends le cas de la Guinée, Oui, vous avez un start-up, par exemple, vous voulez des petits marchés. Le plus souvent, même si vous répondez aux normes, vous répondez aux critères que la oui. passation oblige, parfois, vous êtes obligé de passer par certaines acrobaties avec les donneurs de marché hein, Oui, pour qu'ils justement, puissent avoir le marché. ça existe dans nos pays. Mais Voilà. Ici, c'est 10%. Ça, on n'en parle même pas, mais c'est la règle, quoi. ouais, On te donne c'est ça, un c'est ça. marché, donc tu reverses les 10% du montant du marché à C'est ça. celui-là qui t'aide à obtenir le marché. Ah, c'est comme ça fonctionne. Mais avec le temps, on espère que ça va changer. Espérons-le. C'est ça. Mais dans les sociétés, on est trop, surtout les sociétés structurées, ils sont trop regardants là-dessus. Il faut suivre Oh une oui, bien procédure sûr. normale et tout. Les ONG internationales ici, surtout, elles sont très Ouais, strictes. c'est ça, c'est ça. Hmm. Et nous, les auditeurs, on contrôle l'ensemble de ces aspects-là. Ok, d'accord. Et là, si vous regardez, vous allez trouver les références qui sont mis ici. C'est l'ensemble des factures qui sont obtenues du client. Ok.
Parce qu'il faut mettre les référents des factures ici et les mettre en même temps dans le dossier de travail. Comme ça, s'il y a une personne qui va faire la revue de vos travaux après vous, une fois que vous l'envoyez les travaux, il n'est plus obligé de vous demander c'est quoi vous avez validé ici. Mhm. Oui. Il prend directement la feuille, il sait que s'il ouvre dans la partie facture, il va voir M20.1.23, il connaît la facture M20.1.23. Il peut aller les checker directement dans le dossier pour s'assurer que ce que vous avez validé, c'est bon. D'accord. Alors, c'est globalement les achats. Si vous avez compris le premier test qu'on vient de réaliser, vous allez constater que c'est la même chose, tu vas suivre pour les autres onglets aussi. Vous avez compris, c'est la même chose qu'on va mettre les 1, 2, 3 jusqu'à pour tester les factures qu'on va recevoir du deuxième compte. Du troisième compte aussi, c'est la même chose. Une fois qu'on finit la sélection, c'est le même test qu'on déroule, Oui, ainsi de suite. d'accord. Par exemple, ici, ce compte, c'est achat de sang. On appelle CTS, transfusion sanguine et tout. Vu que c'est une clinique, ils ont des particularités là-dessus. Vous savez bien que le sang, c'est le secteur public, ou bien c'est l'État qui gère cette partie et tout. Mhm. Mais en termes de tests, de factures, c'est la même procédure qu'on suit. Mhm. Ça aussi, c'est la même chose. Comme je vous ai dit, si vous avez compris ce que je viens d'expliquer en premier moment, ce n'est plus la peine d'ouvrir tous ces fichiers pour dire voici ce qu'il faut faire et tout, parce que c'est la même méthodologie. Maintenant ici, dans la DNF M20.6, on a un compte qui s'appelle Management Fees. Je ne sais pas si vous connaissez de quoi il s'agit. Quoi? Ça s'appelle Management Fees. Ok. Le Management Fees, c'est quoi? C'est généralement lorsque vous fonctionnez dans une société de groupe, le groupe vous soutient. Le groupe fait des opérations au nom de toutes les entités. Mhm. Et à la fin de la saison, le groupe facture les services qu'il a fournis aux différentes entités. Mhm. Pour les facturer, il va dire, voilà, moi, je vais récupérer un pourcentage du chiffre d'affaires de chaque société. Mhm. C'est ce qu'ils appellent, on parle de frais de gestion, mais management fee, c'est en anglais, mais en En français, anglais, ça oui. s'appelle les frais de gestion. Frais de gestion, oui. C'est ça. Ici, par exemple, dans les M20.6, c'est ces frais de gestion qu'on a essayé de calculer. On prend les chiffres d'affaires, on multiplie par le taux du contrat et on compare avec le montant qui est comptabilisé. Est-ce que c'est bien calculé? Ça, c'est ce que vous voyez ici. Par exemple, le Mhm. chiffre d'affaires total de la société était de 309 millions, Mhm. l'ensemble des produits. Et le groupe dit, et dans ce chiffre d'affaires-là, nous, on prend 3% pour servir de frais de gestion. Ces frais de gestion correspondent à des charges pour la société. Donc ici, on calcule les frais de gestion sur la base du chiffre d'affaires de la société et on compare avec ce qui est comptabilisé. Et si l'écart qu'on a trouvé ici, c'est un écart qui a été régularisé par la suite, parce que le groupe ils avaient estimé un chiffre d'affaires annuel sur lequel ils facturaient par mois. Maintenant, quand vous arrivez en fin d'année, vous comptabilisez, vous trouvez que ce qui est comptabilisé est supérieur à ce qui est calculé, vous pouvez demander le remboursement du reste. C'est ce qui a été fait ici. Et là aussi, c'est possible de demander les factures mensuelles que le groupe a émis pour tester la réalité aussi. Mais pour nous, vu qu'on connaissait le groupe et tout, on connaît la relation des trucs qui existaient, la relation de collaboration qui existait avec les différentes filiales, on a juste calculé le montant, on arrive, on trouve que c'est bon, et l'écart qui est là, ils ont demandé le remboursement. C'était la particularité qui est là. Mais globalement, tout ce que vous avez comme des achats, ça se fait de la même façon comme ce qu'on a vu tout de suite. D'accord. Ça peut aller. Oui. OK, on passe Et au niveau oui, des charges externes. Alors, je vais partager mon écran pour aller vers
les charges externes de l'autre côté. Alors, ce qu'il faut savoir au niveau des charges externes, les tests à dérouler, c'est presque la même chose, mais il y a des petites particularités qu'il faut tenir compte. Sinon, à part ça, vous allez le faire comme les achats. Vous sélectionnez les factures, par exemple, des assurances, les factures de maintenance et tout, les factures de rémunération versées à des tiers et tout. Vous essayez de demander les factures pour valider est-ce que les opérations sont réellement les mêmes. C'est tout ce qu'il faut faire là-dessus. Mais au niveau des charges externes, il arrive des moments où on a des charges de location. Des charges de location, des charges de crédit bail et tout, où il faut demander, en plus des factures, les contrats. Ok. Une fois que je demande les contrats, à travers ces contrats, je peux faire les tests de récurrence. Ça veut dire que je parle de tests de récurrence. Pourquoi? Parce que si j'ai un contrat de location en janvier, qui a été chiffré, par exemple, on me dit le loyer mensuel, c'est de 500 000. Ça veut dire que de janvier en décembre, je dois trouver 500 000 chaque mois. Je ne sais pas si vous avez compris. Oui. C'est ce qu'on appelle le test de récurrence. Ça veut dire que je dois me rassurer que 12 mois sont comptabilisés. Si le contrat a démarré au début de l'année et qu'à la fin de l'année, on n'a pas résilié le contrat, pour moi, je suis censé trouver les charges de chaque mois jusqu'à 12 mois. Donc, pour cela, je peux faire un test de TCD pour savoir est-ce que tous les 12 mois sont comptabilisés. Et si les 12 mois sont comptabilisés, est-ce que le montant a varié entre-temps? Et si le montant a varié entre-temps, je dois me demander pourquoi le montant a varié alors que c'est un montant qui a été signé. Ça veut dire, comme je dis, si moi je trouve, on me dit j'ai un contrat de location de 500 000 en janvier, ça veut dire que janvier, je dois trouver 500 000, février 500 000 et mars 500 000 jusqu'en décembre, je dois trouver 500 000 chaque mois. Maintenant, si dans les mois, je récupère ces charges, je trouve que par exemple le mois de juin, j'ai 600 000, je vais me demander pourquoi le mois de juin est passé à 600 000. Ça, c'est une question qu'il faut poser au responsable comptable ou le financier. C'est lui qui sait pourquoi c'est varié, il va vous expliquer. Et si par exemple, vous allez trouver que c'est le même test qui a été fait ici, et si on parle de récurrence, et là, on a un montant qui a subitement varié. Si vous voyez, on avait au tout début, le mois de janvier, j'avais 456 000. Le mois de février, c'était la même chose. Le mois de mars, c'est la même chose. Et le mois d'avril, je suis allé à 502 000. Pourquoi 502 000? Maintenant, je vais poser la question au responsable. Il va me dire, le montant du contrat n'est pas rapproché avec ce qui est comptabilisé normalement. Selon les RAF, ils ont augmenté le montant, ce qui n'explique pas le contrat. Ça, c'est une explication embryonnaire, mais les explications claires doivent être mentionnées dans les rapports d'audit. Et je parle des rapports d'audit, c'est pas le rapport qui est signé. Généralement, on élabore une note de synthèse. Et la note de synthèse, on doit mettre les explications pourquoi les montants ont varié. Vous voyez? Ici, je pense que c'était le contrat qui a été obtenu du client. C'est bon pour cette partie. Oui. Pour élaborer les tests pour récupérer les informations par mois, c'est très simple. Je ne sais pas si j'ai copié les grands livres ici pour vous montrer comment j'ai constitué les 12 mois. Mais tout compte fait, je pense que si je ne l'ai pas ici, et la séance prochaine, je vais vous montrer comment ça se passe. C'est juste il faut récupérer les comptes de location dans les grands livres et faire un TCD pour récupérer chaque mois. Par exemple, ici, on a les contrats de maintenance et tout. Si ce sont des contrats réellement et non pas des prestations ponctuelles, je peux faire un TCD pour récupérer le montant pour chaque mois pour savoir est-ce que ça correspond au contrat.
Vous voyez, et si par exemple j'ai la partie des assurances, si j'ai des assurances qui sont comptabilisées chaque mois, en principe, la redevance ne doit pas varier. Oui. Et si ça varie, c'est au client de m'expliquer pourquoi cette variation. Et moi, je dois me rassurer à travers mes tests que la variation est expliquée. Là, c'est leasing. Le leasing aussi, c'est la même chose, comme les contrats de location. Ça doit être textuellement la même chose. Si j'ai des contrats de leasing depuis janvier jusqu'en décembre, en principe, ça ne devait pas varier. Si ça varie, il y a une explication derrière. Maintenant, si je suis dans cette partie, je vais faire le TCD pour valider la location. Après la location, je vais valider tout ce qui est contrat de leasing. Et ce que vous voyez ici, c'est l'ensemble des contrats de leasing qui ont été résumés ici. Mhm. Le leasing, ça s'appelle les contrats de crédit bail. Oui. Là, vous voyez le premier contrat de leasing, on avait un montant de 19 000 en janvier et en février, on passe à 54 000. Et 54 000, c'est le même montant qui a suivi jusqu'à toute l'année, sauf janvier où le montant était de 19 000. Et quand on pose la question au RAF, le responsable financier dit que le montant a été rectifié dans le contrat pour réduire les délais. OK. Vous voyez? Ça c'est le test de récurrence dont on parle. Maintenant, si vous prenez le deuxième contrat, vous allez constater que de janvier non, je parle plutôt du troisième. Le troisième contrat, de janvier jusqu'en juin, on avait toujours la charge. Mais à partir du mois de Mhm. juillet, vous voyez la ligne rouge. Mhm. À partir du mois de juillet, il n'y a plus de charge. Et quand on demande au RAF, il dit option d'achat actée. Ça veut dire on avait le contrat de leasing, le contrat est arrivé à terme au mois de juin et au mois de juillet, on a fait l'option d'achat, on a racheté les biens. Ça veut dire qu'il n'y aura plus de charges à comptabiliser à partir de juillet, mais plutôt immobilisation. Le bien doit basculer dans le tableau des immobilisations, comme on va voir par la suite. Le tableau des immobilisations et comment on calcule les amortissements, on va le voir sûrement OK. dans la prochaine séance. Mais ce qu'il faut savoir, c'est de savoir résumer tout ce qui est contrat. Tout ce qui est contrat, au lieu de faire, par exemple, une sélection conséquente des factures, je vais faire les tests comme étant des tests de récurrence et le reste, je prends trois ou quatre factures pour vérifier juste est-ce que les factures sont normales. C'est bon. Vous allez constater que, par exemple, dans les dernières lignes, par exemple, ce contrat, ça a commencé à partir du mois de mars. C'est pourquoi vous avez constaté que janvier, février, c'est vide. Oui. Et à partir de mars jusqu'en décembre, la charge existe toujours. Par contre, à partir depuis janvier, février, il n'y avait rien. C'est un nouveau contrat de l'année. Au niveau de la dernière ligne aussi, c'est la même chose. C'est un nouveau contrat. Alors, globalement, c'est ce il faut savoir ici. Et une fois qu'on valide l'ensemble des mois, on trouve que la charge est bien comptabilisée. Ça veut dire que la comptabilité a été tenue pour respecter toutes les charges de la période. Ensuite, et si ce sont les contrats de maintenance, vous allez constater les contrats de maintenance, il y a certains fournisseurs qui sont avec des contrats, d'autres pas de contrats, des prestations ponctuelles. C'est pour ça les lignes rouges que vous avez vues, vous allez constater qu'il y a des mois où la charge existe, des mois où ça n'existe pas. Ça veut dire que ce n'est pas des contrats. Mais là où ce sont des contrats, par exemple, ça, c'est un contrat. Le contrat, le montant est défini de 170 000 par mois. Vous allez constater que tous les mois sont comptabilisés. 65 000 aussi, c'est la même chose. 195 000 aussi, c'est la même chose. Ce sont des contrats. Par contre, là où ce sont des prestations ponctuelles, soit peut-être on fait une seule fois, on arrête, soit on fait deux fois, on arrête. Ça dépend de combien on a sollicité le prestataire.
Là, par exemple, vous avez les contrats d'assurance. Les contrats d'assurance, là, on a tout ce qui est assurance. Chaque mois, on a le même montant presque. Mais le premier contrat d'assurance, il y a eu une variation significative à partir de juillet. Et quand on pose la question, on voit les RAF a dit, selon les RAF, les montants du premier trimestre sont provisoires. Ils ont changé les montants dans le deuxième trimestre. Tu vois, ça, c'est le contrat d'assurance, tu vas nous le confirmer. Mais tout compte fait, chaque variation que vous trouvez, vous êtes censé demander au client quelle est la raison derrière ces changements. Ensuite, les autres contrats aussi, c'est la même chose. Peut-être des petites variations, mais ça ne doit pas être des variations qui vont donner liées à des alertes conséquentes. Ici, on parle de, selon le RAF, le montant de la facture a été changé à partir du mois de juin. Changer de juin et puis le reste, c'est la même année et tout. Bon, on voit que même les changements, il n'y a pas eu un effet conséquent. On ne va pas se permettre de perdre le temps à demander l'explication et tout, alors que si on déduit par exemple 160 dans 121 ou bien 23, 160, 123, le reliquat, c'est pas grand-chose. Mhm. Et les autres mois, c'est 160, 160. Vous voyez? Là, ce sont les charges aussi qui sont liées au service des cabinets. Par exemple, les cabinets de supervision, les cabinets d'audit, et par exemple, les cabinets d'avocats, puisque sont des charges mensuelles aussi. Je dois me rassurer, est-ce que chaque mois, la charge est au moins provisionnée ou comptabilisée? Mhm. Vous voyez? Globalement, c'est ce qu'il faut savoir des charges externes. Même si je sélectionne les factures, au-delà de cette sélection, je dois me rassurer que les contrats sont correctement comptabilisés. Comptabiliser l'ensemble des charges et valider les montants. Et si vous allez constater que c'est le même TCD que j'ai fait, mais ça concerne les frais téléphoniques. Ok. Tout ce qui est charge, où je sais que chaque mois, la charge va être comptabilisée. Moi, en tant qu'auditeur, pour gagner du temps, je dois faire un tableau résumé de ces charges chaque mois et je vais comparer avec la comptabilité rapidement fait. Et puis, si je n'ai pas obtenu les factures, je sais au moins que le client va clôturer les comptes dans de bonnes conditions, même après avoir obtenu les factures. Mhm. Tu vois? Peut-être que si je suis, ça, on peut dire qu'on est en audit. Mais si je suis en supervision, je ne suis même pas censé de demander les factures. Ou bien je ne suis pas censé même de demander les contrats. Tant que Je le comprends. client me dit que il y a des contrats, je vais récupérer l'ensemble des opérations qui vont donner lié à contrat et je vais voir est-ce que le contrat est comptabilisé toute l'année. Juste pour sécuriser d'abord le côté des charges avant de voir le côté formalisme. Ça marche. Oui. Ici, par exemple, après avoir déroulé ou bien cherché à savoir est-ce que toutes les factures sont comptabilisées, plutôt tous les contrats sont comptabilisés. Et si c'est la sélection des factures, on a sélectionné les factures pour savoir, pour demander les modèles de factures pour s'assurer est-ce que c'est bien les mêmes factures et tout. Et vous allez constater que si on n'a pas obtenu les factures, on a obtenu une seule facture qui n'a pas lié le contrat, c'est ce qu'on a validé. Et le reste des factures, on ne les a pas obtenues, mais ça ne nous a pas empêché de valider la partie parce qu'on avait déjà les contrats qui permettaient de valider les montants. Je ne sais pas s'il y a des questions. Pour moi, c'est bon. Moi aussi, je n'ai pas de questions. OK. Là, par exemple, les éléments qu'on n'a pas regroupés en termes de factures et plutôt en termes de contrats, on a validé les factures correspondantes. Et ces factures, vous allez constater que c'est la même chose que les tests qu'on vient de voir au niveau des achats de consommables et tout. Où il faut valider les 1, 2, 3 jusqu'à 9. Ici, c'est les mentions légales et tout. La sélection, c'est la même. Après, il faut diviser par le montant total du compte pour trouver le scope. C'est textuellement la même chose.
Là, c'est la partie du GL que j'ai copié ici pour mentionner le fait que les charges doivent être comptabilisées chaque mois. Et même si ici je fais un TCD, vous allez constater comment ça fonctionne. Toujours est-il que si peut-être on a des éléments où les informations à récupérer sont trop conséquentes ou pas, mais c'est le même modèle de TCD qui doit être déroulé ici. Quand vous voyez là, vous allez voir que j'ai retraité les noms et par la suite, on a, par exemple, on peut mettre les dates là, les dates en colonne. Si on met les dates en colonne, on peut renvoyer le montant qu'on a ici en valeur. Et vous allez constater qu'ici, on n'a que octobre, novembre, décembre. Pourquoi? Parce que la société que nous sommes en train d'auditer, on l'audite trimestriellement. Ah, ok. Ça veut dire que la portion du grand livre qui nous a été communiqué ici, c'est le dernier trimestre. Octobre, novembre et décembre. C'est ça, vous voyez? Parce que les autres trimestres, on avait déjà testé. Ça veut dire qu'on teste, par exemple, le mois de janvier, février, mars. Et le trimestre suivant, on teste avril, mai, juin, on ajoute les charges, ainsi de suite. Jusqu'en décembre, on récupère les 3 derniers mois et on forme tout le tableau global. Et même si ce n'est pas le cas, on peut toujours le faire sur toute l'année. Mais la particularité ici, c'est qu'on faisait la supervision en même temps l'audit. C'est pour ça que la supervision se fait chaque 3 mois. Et l'audit, c'est 1 ou 2 fois par an. Peut-être la première fois, c'est le mois de juin, parce que comme c'est une société qui est cotée, ils ont besoin de publier les comptes du premier semestre. Et le deuxième semestre, c'est en fin d'année. Oui. Alors, c'est globalement ce qu'on avait prévu de voir. Je pense qu'il n'y a pas d'autres questions, on pourrait revoir la semaine qui va suivre pour dérouler le reste de la formation. Et essentiellement, on va se concentrer sur la partie des immobilisations, comment Mhm, tester les immobilisations et comment calculer les amortissements à comptabiliser et tout. mhm. Si le temps nous permet, on peut ajouter une autre section. D'accord. Là, c'est bon pour moi. C'est bon. Il n'y a pas d'autres questions? Non, il n'y a pas d'autres questions. C'est bon. OK. S'il n'y a pas d'autres questions, on se dit au revoir et je vous remercie pour votre attention. Merci Merci bien, monsieur. bien. On se dit la Bonne semaine journée. prochaine pour la suite. OK. Merci Merci beaucoup. beaucoup. Oui, merci à chacun. Merci.